Je m'appelle Dimitri, j'ai 26 ans, je suis écrivain et quand j'avais 5 ans, j'ai été victime d'un lymphome non hodgkinien. Le lymphome non hodgkinien est un cancer du système lymphatique. La lymphe, c'est tout ce qui englobe le système nerveux et donc tout ce qui en fait fait partie des défenses immunitaires. Et c'est une des formes de cancer les plus répandues chez l'enfant. C'est une maladie très insidieuse, on s'en rend pas compte. C'est arrivé sur des mois et des mois. À l'époque, j'avais fait un rêve. J'étais dans ma chambre et d'un seul coup, je voyais quelque chose passer, une ombre qui filait. Mais vraiment le cliché en fait de la sorcière qui est sur son balai qui passe. Elle tourbillonnait dans ma chambre. Mes parents rentraient et ils se battaient avec elle et ils la jetaient par la fenêtre et après on n'en entendait plus parler. J'ai fait une espèce d'association entre les deux. Moi, le premier souvenir que j'en ai, ça allait pas du tout et c'est ma mère qui hurlait au téléphone, complètement désemparée, et qui avait mon père au téléphone et qui disait mais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais. J'avais arrêté de respirer et que en fait ça faisait plusieurs jours que j'étais pas bien, je m'insissais, j'étais fatigué. J'ai un père qui est médecin. Il m'auscultait, il trouvait que j'avais une grosse rate et en fait le lymphome c'est un cancer qui attaque tous les organes qui sont en charge du système immunitaire donc il a décidé que j'allais pas rentrer à l'école mais que j'allais aller à l'hôpital pour passer des examens. Le premier souvenir que j'ai c'était d'être poussé sur un brancard. Comme mon père était médecin, je me référais toujours à lui. Je lui disais est-ce que tu sais ce qui m'arrive, est-ce que tu sais ce que j'ai? Mais surtout, est-ce que toi, t'as déjà eu ce que j'ai eu? Parce que si ça veut dire que si t'es là et que t'as survécu à ça, en fait, moi, ça va bien se passer. Mais ce jour-là, il m'a regardé et il m'a rien répondu. On m'a passé à la radio et en fait, j'avais un poumon qui était complètement blanc. Donc ça veut dire que j'avais le poumon qui était rempli d'eau. Et j'avais une masse qui me comprimait les veines. Le diagnostic a été posé que je faisais un lymphome non hodgkinien. Mon père, c'était lui qui suivait le diagnostic. Il essayait de préserver la famille de toutes ces informations. Mais ce jour-là, ils ont appelé tout le monde et ils ont dit venez très vite à l'hôpital, Dimitri va mourir. À 5 ans, on n'a pas conscience de la mort. Donc moi, à aucun moment, je me suis dit je vais mourir. Le principal, c'était surtout quand est-ce que je rentre à la maison et quand est-ce que j'arrête de faire des trucs qui me font souffrir. Toute ma famille est arrivée d'un seul coup. Toutes les difficultés pour mes parents, surtout pour mon père, du fait que lui, en tant que médecin, il allait pas arriver à sauver son propre fils. Et ma mère, elle comprenait pas. Et au début, quand on voit son enfant se faire brancher de partout, passer des examens, on a l'impression qu'on le martyrise. Que moi, je passais mon temps à soit appeler mon père, soit appeler ma mère. Et j'avais vraiment cette énorme angoisse de l'abandon, de la séparation avec eux, à compter les minutes pour savoir quand est-ce qu'ils allaient revenir. Et mon père, il me donnait sa montre, il me donnait la forme des aiguilles. Il me disait, tu vois, quand les aiguilles, elles seront comme ça, je serai de retour. Moi, j'avais l'impression de me battre contre quelque chose, j'avais l'impression qu'on me martyrisait. Et pour moi, en fait, le moment où ça allait s'arrêter, c'est quand mes parents allaient revenir. Ou au moins, ça allait m'apporter un réconfort. Et le reste de la famille, ils pouvaient pas faire grand-chose. Tout le monde est vraiment démuni, en fait. Celle qui a été un pilier pour moi, c'était évidemment ma sœur. Et ma sœur, qui était quand même une enfant de 10 ans, ça a créé une rupture, en fait, nous a projetés tous les deux dans quelque chose de très sérieux, de très grave. Et elle faisait face à ça avec vraiment énormément de courage. Pour moi, elle était toujours là, elle était toujours à côté. Tout le monde était tellement focus sur moi que je sais que elle, ça lui a donné le sentiment de plus exister à un moment. S'il y a une des choses que je regrette, c'est vraiment qu'elle ait pu vivre ce sentiment-là. Aujourd'hui, moi, ce qui revient le plus quand j'en parle, c'est vraiment le sentiment d'injustice. Un petit enfant qui tombe malade aussitôt alors qu'il a même pas vécu, ça déjoue toute logique et ça déjoue aussi toute morale, en fait. Je suis resté 2 jours en service de réanimation et qu'au final, sur ces 2 jours, j'ai bien réagi au traitement. Ce dont je me rappelle et ce dont je me rappelle le plus, c'est des douleurs physiques. Le début, évidemment, ça coïncide avec toutes les batteries d'examen.
On allait faire les examens dans les sous-sols. D'un seul coup, pénétrer dans un monde souterrain qui est fait de ténèbres, en fait. D'un seul coup, du jour au lendemain, j'étais câblé de partout. J'avais une perfusion dans le pied, puis après les perfusions dans les mains. Ce qui m'effrayait le plus aussi, c'était d'aller faire des scanners. Du coup, j'étais allongé sur une plaque de métal qui était froide et qui, en fait, passait dans cette espèce d'énorme machine qui ressemblait à une machine à laver. On m'injectait un produit qui faisait chauffer mon corps, parce qu'en fait, c'était un produit radioactif, et ça me semble encore fou de dire ça, pour qu'on me voit au scan. J'avais une sensation de chaleur qui était intense, comme si on me mettait en feu de combustion spontanée. Ma mère, elle mettait mon doudou de l'époque au-dessus du scanner et elle lui faisait faire à lui aussi un scanner pour lui dire, bah, tu vois, si lui peut le faire, toi, tu peux le faire aussi. On me faisait faire des ponctions lombaires, on me prélevait de la moelle épinière. Moi, on m'en a fait 6. J'avais vraiment l'impression qu'on m'écrasait et ça faisait une douleur de chien dans le dos. C'était absolument atroce. Enfin, ça a été toute une série de bouleversements où j'ai commencé à changer d'apparence parce que j'ai commencé une chimiothérapie. Du coup, il y a la perte de cheveux. Donc, du jour au lendemain, on m'a rasé la tête. Donc, il y a toute la pilosité qui tombe, les sourcils tombent, etc. Ensuite, le corps se déforme. On gonfle, la peau jaunit un peu. La chimiothérapie, c'est un traitement qui fonctionne en détruisant les cellules cancéreuses. Mais si en fait les cellules cancéreuses se trouvent dans mon système immunitaire, ça voulait dire qu'il fallait en plus me détruire mon système immunitaire. Donc ça veut dire qu'en fait je pouvais me défendre contre rien. J'avais quand même ce truc aussi de voir toute ma famille avec des masques, etc. Fallait faire attention. Fallait pas que je sois trop proche des autres enfants. Choper le moindre rhume, la moindre grippe, ça aurait pu être fatal. L'hôpital, tout est très aseptisé. Ça décuple l'essence aussi. Il y a des odeurs très fortes de javel, de chlore, de malade. La maladie, ça pue. Les plats qu'on nous sert à l'hôpital sont infâmes. J'avais tout le temps une perfusion de sang pour renouveler mon sang, en fait, en quelque sorte. Tous mes traitements, ils passaient à travers un cathéter qu'on m'avait mis sur la poitrine. On vit avec ce truc qui est comme un compagnon, en quelque sorte, avec cet énorme pansement, faut les changer. Changer un pansement, c'est difficile, ça tire la peau, ça fait mal. Donc d'un seul coup, moi j'avais plus le droit de manger des aliments avec du sel. Du coup mes parents ils devaient trouver des frites sans sel, etc. Et au début on comprend pas. Toutes ces choses-là qui se sont mises en place ont bouleversé mon quotidien et tout ça. À l'hôpital, bah il n'y a pas grand-chose à faire. On est allongé sur un lit, on peut pas vivre naturellement. Et en fait, ma famille, ils ont eu ce truc de vraiment me mettre dans une bulle. Il y avait tout le temps quelqu'un pour me raconter une histoire, pour faire une activité avec moi. Très vite, il y a eu l'apparition du jeu vidéo qui a émergé là-dedans. Et moi, j'ai complètement été happé par ça. Et mes parents, ils me le disent encore aujourd'hui, c'est pas la chimiothérapie qui t'a sauvé, c'est les Pokémon qui t'ont sauvé. Il y avait tellement d'objets, c'était tellement diversifié. Les cartes, les dessins animés. En fait, je découvrais un monde dans lequel je pouvais m'échapper. Je suivais les épisodes et en fait, je suivais les personnages dans leur quête. Et en fait, j'oubliais totalement que moi, j'étais là. Ça me permettait de voyager, de faire toutes ces choses-là que je pouvais pas faire parce que j'étais complètement immobilisé. Je pense que c'est plus pour les autres que ça a été plus compliqué, le vide à la maison que ça a dû représenter. Je suis allé à l'hôpital pendant 1 an avec vraiment des éclairs, des passages à la maison. Après, je devais aller 1 fois par an ou au début 2 fois par an pour voir si le cancer revenait pas pendant la période de rémission. Je suis revenu à l'école l'année d'après en CP. Une amie qui était au primaire avec moi, elle m'a dit « Mais en fait, quand t'es revenu, il y a quelque chose qui s'était brisé dans ton regard. C'est comme si on t'avait brisé quelque chose. » J'ai commencé à reprendre une enfance normale. Sauf que je voyais bien que dans le regard des autres, il y avait quand même ce truc un peu involontaire. On jouait à chat et je courais après les autres et si je me faisais toucher, ils disaient Dimitri, il sera pas le chat parce que il a eu un cancer, ce genre de choses. Ce qui était difficile, c'était vraiment de grandir en vivant les moments de séparation avec mes parents.
Il fallait absolument que j'ai ma mère au téléphone et mon père tous les jours. Quand ma sœur partait pendant une semaine, je me mettais à pleurer parce qu'elle me manquait. J'ai commencé un peu à, au primaire, avoir peur de retomber malade et surtout mes parents avaient très très peur que je retombe malade, qu'il se passe quoi que ce soit. Il y avait vraiment cette espèce de d'épée de Damoclès qui était au-dessus de ma tête. J'avais quand même ce truc récurrent de la sorcière. Ça revenait, j'y repensais. J'avais énormément de mal justement à m'éloigner de mes parents, aller dormir dans la chambre qu'ils m'avaient fait. Ça voulait dire dormir du côté du grenier. Enfin, il y avait les bois à côté, tout ça, un environnement qui faisait très conte de fées. Je sentais un besoin de mes parents de me protéger. Et moi, j'avais vraiment justement au contraire envie d'aller un peu plus loin. Et je pense de dépasser certaines limites. J'en avais marre, je voulais que ça reprenne normalement. J'avais pas du tout conscience que j'étais en danger de mort quand j'étais malade. Et un jour, j'ai pris conscience de ça et j'ai senti vraiment un vide. Début de l'adolescence, il y a mes angoisses qui ont commencé à se cristalliser pour ma famille. J'ai commencé à avoir des TOC. Les TOC, c'est des troubles obsessionnels compulsifs. Je répétais des phrases. Je touchais des coins de meubles. Je comptais un, 2, 3, 7. Je pouvais aller très très loin. Je pouvais aller jusqu'à 1000. Je pouvais éteindre et rallumer la lumière tout le temps, mais pareil en comptant, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'avais tout le temps cette petite voix dans ma tête qui me disait si tu touches pas 20 fois le tapis, toute ta famille va tomber malade et toute ta famille va mourir. Et j'étais là, il faut que je le fasse. Ça me rendait malade. Et en même temps, j'ai commencé à développer une espèce de curiosité un peu morbide pour tous les univers autour de la mort, des films d'horreur, de tous ces trucs-là. Il y avait quelque chose qui me parlait. J'avais vraiment ce truc qui était très décomplexé vis-à-vis des questions des blessures, des questions de la mort. Il y avait rien qui me choquait vraiment parce que moi, la violence que j'avais vécue physiquement parlant, elle était tellement forte que en fait, ce que je voyais à la télé me choquait pas du moment que ça restait d'un point de vue fictif. Quand je devais raconter des histoires, etc., en fait, tout commençait à tourner autour de ça. C'était la seule chose qui m'intéressait, c'était la seule chose dont je voulais parler en fait. Et au même moment, on avait déménagé dans un immeuble, au moment où je rentrais en troisième. Il y avait un garçon à l'étage du dessus qui faisait de la musique. Il devait avoir 7 ans de plus, quelque chose comme ça. Et il se trouve que ce garçon-là, justement, rechutait d'un lymphome dont il avait déjà guéri. Et en fait, ça a noué un lien extrêmement fort. Je découvrais la musique à ce moment-là. Lui, il faisait un peu office de grand frère. Lui, il avait besoin d'un soutien et il me disait, mais en fait, j'arrive pas à en parler à mes amis, mais toi, je peux t'en parler. Puis aussi, dans la même période, j'ai découvert un groupe qui a changé ma vie. Ce groupe qui s'appelle My Chemical Romance avait fait un album qui s'appelle The Black Parade sur l'histoire d'un garçon qui avait un cancer. Moi, quand j'ai découvert ça, pareil, j'ai eu une obsession où je n'écoutais ça, mais qu'en boucle. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai commencé à avoir des envies de débordement, à avoir des envies d'être plus téméraire. J'étais avec mes cousins en Bretagne, on sautait de rocher dans une crique, et moi j'étais toujours celui qui allait sauter du rocher le plus haut. Justement pour montrer qu'en fait j'étais capable. Et en voyant les autres enfants aussi, je commençais à sentir que j'avais pas eu une enfance normale. Et il y avait beaucoup de choses qui se bousculaient. Et au même moment, moi j'étais allé voyager aux États-Unis. C'était très important d'être parti à l'autre bout du monde, dans un endroit où on parlait pas ma langue, on savait pas ce qui s'était passé, repartir à zéro d'une certaine manière. Parce que j'avais toujours cette tendance à en parler très vite parce que moi j'avais pas de tabou et en fait avec mon ami du dessus en fait je me rendais compte que tout ça représentait un tabou pour la société, que les gens ils étaient gênés. J'ai aussi retrouvé mon identité donc à la fois je faisais la quête d'aller chercher ce qui m'était arrivé et à la fois en même temps je voulais absolument m'en détacher. J'en avais marre un peu qu'on me raccroche qu'à ça. Et jusqu'au jour où en fait
Mon ami du dessus a rechuté une deuxième fois, et là, il s'en est pas sorti. Ce qui a été très dur, c'était de se dire pourquoi il est parti et pourquoi moi j'y ai survécu. Il y a une espèce d'énorme forme de culpabilité au moment où j'ai appris qu'il était mort. Enfin, je savais pas comment réagir. Et en fait, j'ai juste fait deux choses. Les choses que je faisais toujours d'habitude, c'est juste j'ai écouté de la musique et le soir, je suis allé au cinéma. Je suis allé voir Vice Versa, qui parlait justement des sentiments que traverse une petite fille au moment de l'adolescence. Et j'ai pleuré pendant tout le film. Personne n'arrivait à me communiquer ce que je ressentais quand j'étais petit. Je me suis dit, mais en fait, je veux créer des outils pour que les gens qui vivent ça puissent le traverser avec plus de facilité. Quitte à être obsédé par ça, autant embrasser la chose jusqu'au bout et parler de mon expérience, aller m'interroger pour comprendre ce qui s'était passé. Et à partir de ce moment-là, je me suis mis dans une quête. Et je voulais juste montrer qu'une maladie ne transcende pas une personne, mais que avant tout, on est une personne avant d'être malade. En fait, moi, j'étais un petit garçon avant de tomber malade. Et je suis resté un petit garçon après. J'écrivais depuis que j'étais petit. C'était un exutoire. J'ai commencé à écrire tout un livre sur mon expérience en racontant ce que c'est que la maladie, mais aussi ce que c'est que la maladie après. Comment on grandit avec ça et comment aussi le temps se forge. Le temps s'est arrêté d'une certaine façon. Tout le monde parle de la maladie, mais personne ne parle de l'après. Aujourd'hui, on considère encore que le cancer, c'est encore très terre-à-terre, très tabou, parce que très meurtrier. Et même là, c'est devenu une vraie épreuve, parce que les gens n'arrivaient pas à m'accompagner dans ce que je voulais raconter. Ils n'arrivaient pas à comprendre, en fait, ce que j'avais ressenti. On est compris par ceux qui vivent la même chose. Mes parents ils me disaient, mais pourquoi tu t'entêtes à continuer à raconter ça? Et je disais, mais non, mais il faut que ça soit raconté. Certes, il y a eu la maladie à un moment, mais elle est toujours là, elle est toujours présente. Je la sens. Les traitements m'ont laissé des traces, mais entre guillemets, la seule trace que j'ai, c'est ma trace de cathéter. Ça ressemble à comme un pincement et en même temps, ça ressemble à une espèce de morsure. J'ai aussi des douleurs fantômes où, quand je parle des ponctions lombaires, je le sens. Ça m'arrive de rêver et de me réveiller dans la nuit où en fait j'ai l'impression d'avoir mal. Je ne supporte pas qu'on me touche là. C'est comme un réflexe. Je parlais du produit radioactif qu'on me mettait. J'ai énormément de mal à supporter la chaleur. La maladie, elle est toujours avec moi comme une bête noire. J'ai compris qu'à un moment, je faisais face à des obstacles que je pourrais pas contrecarrer. Déjà ma mémoire, la mémoire des autres. J'ai aussi aujourd'hui fait la paix avec le fait que j'aurais pas toutes les réponses que je voudrais, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que j'ai compris ce qui s'est passé, j'ai compris ce que ça représentait, et maintenant je vais aller de l'avant. Écrire ce livre, ça a été aussi une vraie découverte parce que ça a été une quête intérieure. C'est une quête intérieure parce qu'il n'est pas fini. Plus j'écris, plus en fait je découvre de choses parce qu'à la base je pensais que je parlais de la maladie, puis je me rendais compte qu'en fait je parlais de la famille, puis après je me rendais compte que je parlais du temps, puis après ça englobait plein de sujets. Je sais très bien que je suis pas du tout à l'abri qu'il se repasse quelque chose. Je vais forcément avoir d'autres galères juste parce que c'est la vie et juste aussi parce que mon corps est passé par des épreuves qui fait qu'il est plus fragile à un certain stade. La vessie qui est plus fragile, j'ai une sensibilité pulmonaire donc je suis plus sensible aux maladies. Et ça, c'est des impacts directs en fait de la maladie sur mon quotidien. La maladie peut revenir sous une autre forme. Mais moi, j'ai juste pas envie que ça revienne trop tôt en fait. Aujourd'hui, j'existe à travers autre chose qu'à travers ma maladie, même si j'en ai fait le centre de ma vie à un moment, c'est en train d'être derrière moi. Ça veut pas dire que ça m'empêche de souffrir aujourd'hui. Il peut m'arriver des choses, des souffrances émotionnelles, des souffrances physiques qui vont me faire souffrir tout autant.
Moi, ce que j'ai vécu, ça m'empêche pas de souffrir après. Et ça m'empêche pas non plus d'être heureux. Mais ma vie, je la vis pas forcément plus à fond que les autres. Je la vis comme j'ai envie de la vivre. Je me dis aussi que j'ai fait ma part du travail, que je la fais en témoignant, en partageant ce que je fais et en essayant de faire en sorte que ce soit quelque chose qui soit plus compris et moins tabou et plus accepté dans la société. Parce que moi, quand j'apprends encore aujourd'hui que si je veux faire un emprunt bancaire, louer un appartement, il faut pas que j'en parle, ça peut me porter préjudice. Ça, je trouve pas ça normal. Et moi, ce qui m'énerve le plus, c'était mon père qui m'avait dit ça. Il m'avait dit, t'as le droit à l'oubli. Oui, j'ai le droit à l'oubli, mais qui est-ce qui me l'accorde? Comme si justement on préférait que j'ai oublié. Mais moi, en fait, j'ai pas envie d'oublier. Parce que ça devrait pas gêner les gens. Et c'est tellement répandu qu'en fait, il y a un besoin énorme de se confier. Je demande pas à tout le monde de m'écouter, mais c'est juste que la parole est là si elle a besoin d'être présente. Parce que moi aussi, j'avais besoin à un moment de me sentir écouté, mais j'avais surtout aussi besoin qu'on me dise c'est ok. On se sent très ingrat quand on a été malade. On se dit pourquoi moi et qu'est-ce que j'ai fait pour mériter de continuer. Ce qui fait du bien, c'est justement de ne pas se sentir seul. La musique, ça a énormément compté pour moi parce que le soir où j'ai pu descendre pour la première fois dans une salle de concert et en fait assimiler qu'on est juste une partie de la foule et se perdre dans quelque chose sans qu'on nous pose des questions sur notre identité, ça c'est extrêmement bénéfique. Ça permet justement de s'oublier, mais de s'oublier de la bonne manière. Ça c'est vraiment un moment qui m'a libéré. J'ai pas vécu que des moments horribles quand j'étais malade. Il y a aussi eu des très beaux moments. Et les liens que ça a créés aussitôt dans ma vie, avec ma mère, avec mon père et avec ma sœur, j'ai quand même le sentiment, parce que j'avais encore cette insouciance de l'enfance, que la maladie avait été fédérateur de quelque chose qui nous avait rassemblés. Et peut-être que justement, ce rapport à la famille serait pas aussi intense si on n'était pas passé par là. Peu importe les difficultés, il faut continuer de faire face.